Bonjour, je m'appelle Béatrice Garcin, je suis neurologue. Je vais vous parler des actualités sur les troubles neurologiques fonctionnels. Donc on va commencer par quelques généralités. D'abord la terminologie. De nombreux termes sont disponibles pour désigner ces troubles. On parle de troubles psychogènes, hystérie, troubles somatisation, troubles conversion. Mais aujourd'hui, le terme privilégié, c'est le terme de troubles neurologiques fonctionnels pour plusieurs raisons. D'abord, c'est probablement le terme qui reflète le mieux la physiopathologie. Il ne sous-entend pas qu'il y a une origine utérine au trouble ou qu'il s'agit de la conversion d'un symptôme psychologique en un symptôme physique. C'est aussi le terme qui est le mieux accepté par les patients et c'est surtout celui qui est aujourd'hui vraiment le plus utilisé dans la littérature et dans les classifications internationales. Alors c'est quoi en pratique? Troubles neurologiques fonctionnels, ce sont les symptômes neurologiques qui ne sont pas expliqués par une lésion identifiée ou un dysfonctionnement connu du système nerveux. Cette pathologie représente de nombreux enjeux. D'abord un enjeu de santé publique considérable, puisque 6% des consultations de neurologie sont des troubles neurologiques fonctionnels. C'est aussi un enjeu économique, en raison des dépenses de santé de ces patients qui vont consulter de nombreux spécialistes à la recherche d'un diagnostic, mais aussi et surtout parce que la majorité des patients ayant un trouble neurologique fonctionnel ne travaillent pas à cause de leurs symptômes. Et enfin, c'est un enjeu humain. Ces patients ont une qualité de vie aussi altérée que les patients ayant une pathologie dite organique comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson. Mais il y a des difficultés pour la prise en charge de ces patients. La première difficulté, c'est que le pronostic n'est pas très bon. La moitié des patients sont aussi sévères ou aggravés à 1 an de suivi, ce qui est difficile à accepter pour les médecins qui les prennent en charge. Il n'y a pas de consensus sur comment diagnostiquer ou comment traiter les troubles neurologiques fonctionnels. Et il y a un gros défaut de formation des neurologues et des psychiatres qui, pour la moitié d'entre eux, disent ne jamais avoir eu de cours sur cette maladie. Enfin, il y a une forte stigmatisation de la pathologie auprès du grand public qui, du coup, rend difficile l'acceptation du diagnostic par les patients et leur prise en charge. Alors, comment diagnostiquer un trouble neurologique fonctionnel? Aujourd'hui, on se base avant tout sur les critères des classifications psychiatriques du DSM qui ont été mises à jour en 2013. Tous les critères doivent être remplis. Donc il faut qu'il y ait atteinte du mouvement volontaire ou d'une fonction sensorielle, que les symptômes ou le déficit ne soient pas mieux expliqués par une autre maladie médicale ou mentale, que l'examen clinique montre une évidence d'une incompatibilité entre les symptômes et les pathologies neurologiques reconnues, et enfin que ces troubles aient un retentissement significatif. Alors j'attire votre attention sur le troisième critère, qui est un critère qui a été ajouté en 2013, qui n'était pas dans les précédentes classifications, qui est le fait qu'à l'examen clinique, il y ait évidence d'une incompatibilité entre les symptômes et les pathologies neurologiques connues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rechercher à l'examen des signes cliniques positifs pour le diagnostic. Alors ces signes cliniques, c'est quoi? Eh bien, dans le cadre du déficit moteur fonctionnel, il y a 24 signes décrits, dont 7 ont été validés avec pour tous une excellente spécificité de plus de 95%. Donc je vous donne l'exemple du signe de Hoover qui est vraiment le signe clé du diagnostic du déficit moteur fonctionnel avec une sensibilité de 63% et une spécificité de 99%. Donc ce signe en pratique, c'est quoi? C'est l'extension automatique de la hanche atteinte lors de la flexion contre-résistance de la hanche saine. Donc en pratique, on commence par examiner le membre atteint. Donc sur cette photo, c'est le membre inférieur gauche. On demande au patient d'appuyer vers le bas. Et vous voyez, le patient n'arrive pas en fait
à résister et l'examinateur soulève facilement la jambe. Puis dans un deuxième temps, il demande au patient de fléchir la jambe droite contre résistance et là, il récupère une force normale au niveau de l'extension de la jambe gauche. Dans le cadre du déficit sensitif, il y a aussi de nombreux signes cliniques positifs. Je vous en cite quelques-uns, notamment la délimitation de la sensibilité au milieu du corps, qui n'est en fait jamais observée dans les pathologies organiques. La délimitation également de la sensibilité vibratoire au milieu du corps ou au milieu du crâne. Le fait que les troubles sensitifs ne touchent pas à des territoires anatomiques, comme par exemple une délimitation à la racine du membre ou une atteinte exclusive de la face antérieure d'un membre. Et puis enfin, un dernier signe qui est l'échec systématique lors du testing sensitif. Par exemple, lorsqu'on fait le test du pic-touche, on demande au patient de fermer les yeux et de dire si on le pique ou si on le touche. Dans le trouble neurologique fonctionnel, il aura tendance à se tromper plus souvent que le hasard ne le voudrait. Dans le cadre des mouvements anormaux fonctionnels, il y a également des signes positifs qui permettent de faire le diagnostic. Pour tous les mouvements anormaux fonctionnels, le signe clé, c'est la distractibilité, c'est-à-dire la disparition du mouvement anormal lors des manœuvres d'attention détournées. Dans le cadre de la dystonie fonctionnelle, qui représente 40% des mouvements anormaux fonctionnels, les éléments en faveur du diagnostic sont une posture fixée et douloureuse. Et dans le cadre du tremblement fonctionnel, qui représente la moitié des mouvements anormaux fonctionnels, les signes en faveur du diagnostic sont l'effet d'entraînement, qui est le fait que le tremblement va adopter la fréquence de la mesure lorsqu'on demande au patient de battre la mesure. Et puis la variabilité en fréquence et en intensité du tremblement. Alors, qu'en est-il des aspects psychologiques? Historiquement, on considère que la psychologie est finalement la cause de ces symptômes, mais cela n'est pas scientifiquement démontré. Quand on regarde les critères diagnostiques, on constate que les facteurs psychologiques, la présence de facteurs psychologiques ont été retirés des critères diagnostiques en 2013. Alors que nous disent les études qui ont comparé les éléments psychologiques chez les patients ayant un trouble neurologique fonctionnel à des patients ayant une pathologie organique? Eh bien, on peut voir que les patients ayant un trouble fonctionnel ont un taux plus élevé de traumatisme dans l'enfance, abus sexuels, traumatisme physique et négligence émotionnelle. Ils ont aussi subi plus de traumatismes physiques et psychologiques dans les mois qui précèdent le début des symptômes. Par contre, il n'est pas démontré qu'ils ont plus de comorbidités psychiatriques ou plus de troubles de la personnalité. Donc les facteurs psychologiques doivent être recherchés et traités, mais ne sont pas indispensables au diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels. Alors le traitement il repose avant tout sur le diagnostic et l'explication du diagnostic. Donc le neurologue va faire un diagnostic positif et l'expliquer au patient. Il peut pour cela utiliser des vidéos de patients pour montrer au patient comment les symptômes disparaissent dans certaines circonstances ou montrer au patient le signe de Hoover en lui expliquant que le testing se normalise lors des manœuvres d'intention détournée. Ces explications augmentent l'acceptation diagnostique qui elle-même aura un effet sur le pronostic. D'autre part, on sait que dans le cadre des crises épileptiques fonctionnelles, donc les crises non épileptiques fonctionnelles, les symptômes disparaissent chez 30% des patients uniquement après explication diagnostique. Le psychiatre, lui, aura un rôle considérable pour diagnostiquer les comorbidités psychiatriques et identifier des facteurs psychologiques qui peuvent favoriser l'apparition ou l'entretien des symptômes. Et enfin, on peut utiliser comme support un site internet, neurosymptoms.org, qui est un site qui a été conçu par l'équipe écossaise de Johnstone
et qui est traduit en français, qui comporte de nombreuses explications sur la pathologie et qui permettent aux patients d'avoir un support sur ces troubles. Alors après l'explication diagnostique, si les symptômes persistent, on passe à la deuxième étape. Le traitement principal qui a été validé dans cette pathologie, c'est la kinésithérapie. Il y a maintenant 3 essais cliniques randomisés sur l'efficacité de la kinésithérapie dans les troubles neurologiques fonctionnels. Ces études montrent une amélioration d'environ 70% chez les patients ayant un trouble moteur fonctionnel. Et de ce fait, des recommandations ont été publiées par un consortium expert. Donc, ces recommandations sont publiées dans le journal JNNP et sont en libre accès sur Internet. Donc, les principes de la kinésithérapie dans cette pathologie sont multiples. Il s'agit d'abord d'éduquer le patient sur sa pathologie et de modifier ses fausses croyances, de lui montrer la réversibilité des symptômes lors de certaines manœuvres d'attention détournées et de l'aider à corriger des mouvements anormaux qui ont été appris et utilisés. L'autre principal traitement qui a montré son efficacité dans les troubles neurologiques fonctionnels, c'est les traitements psychologiques, la psychothérapie, avec 2 types de thérapies qui ont été validées. La thérapie cognitivo-comportementale, qui a montré son efficacité notamment dans les crises non épileptiques fonctionnelles, et la psychothérapie dynamique. Et puis enfin, d'autres traitements ont montré leur efficacité, mais sont un peu moins validés. La stimulation magnétique transcrânienne, donc, qui est efficace surtout lorsqu'on l'utilise à basse fréquence, au-dessus du seuil moteur, avec un effet qui est probablement en grande partie un effet placebo et un effet lié au fait que le patient va voir son membre bouger normalement lors de la stimulation magnétique. La prise en charge en rééducation dans des équipes multidisciplinaires, donc par exemple 1 semaine à 3 semaines dans un centre de rééducation, a également montré son efficacité, notamment chez les patients les plus sévères ou les plus résistants. Certaines données favorisent l'utilisation de l'hypnose, mais ce traitement n'est aujourd'hui pas validé. Puis après, d'autres options ont été utilisées. La sédation avec un anesthésiant général dans les cas très sévères pour montrer au patient que lorsqu'il est sous anesthésie, ses mouvements ou son trouble disparaît. La suggestion, mais la suggestion pose des problèmes éthiques, puisque cela entrave la relation médecin-malade, ou encore le neurofeedback. Mais globalement, il y a un énorme manque d'essais contrôlés randomisés dans cette maladie. À ce jour, alors que quand même, c'est 6% des patients qui consultent en neurologie, il n'y a que 24 essais contrôlés randomisés dans les troubles neurologiques fonctionnels. Il y a 15 essais en cours. Mais voilà, on a un manque de données important. Enfin, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire partie de la communauté, la Société des troubles neurologiques fonctionnels, la FND Society, a été créée très récemment. Donc vous pouvez souscrire via le lien suivant. Et puis en juin prochain aura lieu la 4e conférence, le 4e congrès sur les troubles neurologiques fonctionnels du 14 au 16 juin 2020 à Boston. Je vous remercie.